Bonsoir, bienvenue sur Studiarama TV pour ce live. Alors ce soir consacré à Ascensia Business School. Nous recevons Olivier Delagarde. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président d'Ascensia. Est-ce que, avant qu'on prenne les questions, il y en a qui ont déjà été posées, vous pouvez nous présenter votre établissement? Oui, alors Ascensia, c'est une école de management, principalement en alternance, qui est située en Île-de-France. Donc on a un centre à La Défense, un autre à Saint-Quentin, un à Marne-la-Vallée, un à Évry. Et c'est une école de management et de commerce qui propose des formations au niveau bachelor et master, et dont l'ambition est d'être à la fois excellente et accessible. Est-ce que pour les bachelors, l'accession se fait directement post-bac ou aussi des possibilités après post-bac plus 2 parfois, juste pour une petite année au bachelor? On peut rentrer au niveau post-bac, mais on peut aussi rentrer, j'allais dire, à tous les étages en fait. C'est la logique, l'accessibilité, ça passe aussi par là. Donc on peut rentrer effectivement après son bac, après un bac plus 2, parfois même après un bac plus 1 en cas de réorientation. Par exemple, si on a intégré une filière universitaire et on a envie de basculer dans le professionnel, le post-bac plus 2, post-BTS, post-DUT évidemment. Et puis on peut rentrer dans les cycles master après un bachelor, soit au niveau M1, soit au niveau M2. D'accord, donc quasiment à tous les niveaux. Quasiment à tous les niveaux. Accessible. Alors, une grande force de votre établissement, c'est l'alternance. On avait justement Arnaud qui demandait si les formations étaient proposées en alternance. Et j'avais une autre question de Johanna qui disait est-ce que c'est obligatoire? Parce qu'on avait l'impression, en fait, votre site peut-être donne l'impression que l'alternance était obligatoire dans vos formations. Alors on va répondre deux fois oui. C'est-à-dire effectivement toutes les formations sont accessibles en alternance. C'est le principe, c'est la promesse éducative d'Ascensia. Donc vous pouvez suivre n'importe quel cursus en alternance et vous pouvez suivre tout votre parcours de post-bac jusqu'à bac plus 3 et à bac plus 5 en alternance. Mais pour autant, pour répondre oui aussi à la deuxième question, ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on a aussi des étudiants, à peu près 30%, qui sont sous statut étudiant en formation initiale, comme on dit, pour les distinguer de la formation alternée. Et ce qu'il faut intégrer, c'est qu'en fait, on a la possibilité de construire des parcours. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui vont commencer, par exemple, par de la formation initiale, en B1, en B2, parce qu'en première ou deuxième année, ils vont vouloir acquérir un socle de formation, faire des stages, gagner un peu en maturité, et puis ensuite basculer en alternance pour la suite de leur parcours. On peut aussi avoir d'autres exemples d'étudiants qui commencent leur formation en alternance, et puis qui vont rebasculer sur de la formation initiale, par exemple, pour leur année à l'étranger. Donc, on n'est vraiment pas figé. C'est facile dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Et nous, notre idée, c'est de pouvoir construire des parcours de formation et qu'à chaque moment, en fonction de son projet professionnel, l'étudiant puisse prendre la bonne décision et choisir la formule qui lui convient. Alors j'ai une question de Pierre qui demande si vous êtes situé qu'en Île-de-France. Oui, hein, vos 3 sites ne sont que franciliens pour l'instant. Oui, les 4 sites même, puisque on a La Défense puis 3 sites en Île-de-France. Donc on est situé uniquement sur des campus franciliens. Alors après ça, on a beaucoup de partenariats avec l'étranger, soit avec des universités étrangères, soit avec des pays où on développe des formations comparables, notamment dans des pays d'Afrique du Nord. Mais pour ce qui est de la France, puisque c'est le sens de sa question, nos formations sont accessibles uniquement en Île-de-France, oui. D'accord, pour l'instant, alors pas de scoop à nous donner, ouverture prochaine d'un centre ailleurs, en France? Non, si vous entendez parler de scoop et d'ouverture prochaine, normalement ça devrait plutôt être à l'étranger. D'accord. Du coup, si on revient vraiment sur les formations, j'ai vu que vous avez différents secteurs de spécialisation. Est-ce que vous pouvez nous les évoquer? Oui, bien sûr. Alors, de ce point de vue-là, on propose les filières les plus classiques, on va dire, d'une école de management et de commerce, à savoir management et stratégie d'entreprise, marketing, ressources humaines, management des ressources humaines, contrôle de gestion, assurance, banque, finance. Donc toutes les grandes filières d'une école de management et de commerce se retrouvent au sein de notre établissement. On a après, parce qu'Ascensia Business School est une école membre du Collège de Paris, donc on a après, dans le cadre de ce groupe, des formations plus spécialisées, comme un master en management du luxe et de la mode, un autre en management des vins et spiritueux. Mais pour ce qui est d'Ascensia Business School, le cœur de métier, c'est vraiment la formation managériale avec les spécialités classiques des métiers de l'entreprise. Et du coup, ces spécialisations sont accessibles dès le bachelor ou certaines, comme vous le disiez, ne sont accessibles qu'à partir du bac plus 4-5, c'est ça? Le principe, c'est qu'on se spécialise chez nous plutôt à partir du bac plus 3, c'est-à-dire qu'on a 2 années bachelor 1, bachelor 2 qui sont des années de tronc commun pour l'essentiel. Après, en bachelor 3, les étudiants choisissent une spécialité. Et puis ensuite, en master, là, ça va être une spécialité beaucoup plus déterminée, beaucoup plus forte, qui doit les amener à avoir un profil le plus professionnel possible, de manière à pouvoir le plus facilement possible aussi s'insérer dans le monde du travail. Alors, l'intitulé du live, c'était « Formez-vous au cœur du management » avec Ascensia Business School. Étienne demande que signifie « cœur de management » pour vous. Ça, c'est une bonne question. Exactement. Ça, c'est une bonne question. Moi aussi, je me l'étais posé. Le
Le cœur du management, ça veut dire que, comme je l'ai dit, on forme à toutes les spécialités. On est une école de management généraliste. Le cœur du management, ça veut dire qu'on a défini un projet pédagogique autour de 3 piliers qui nous semblent être aujourd'hui les enjeux importants pour les recrutements à ce niveau-là. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'entrepreneuriat. On accorde beaucoup d'importance à ça. Pas seulement d'ailleurs pour former des entrepreneurs, mais parce qu'on pense que même ceux qui vont être salariés, les entreprises vont chercher chez eux des qualités d'entrepreneurs. Deuxième axe important, c'est ce qu'on appelle le management du web, c'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui est digital, c'est pas une spécialité. C'est juste indispensable aujourd'hui. Exactement, ça irrigue l'ensemble des métiers, donc qu'on fasse des RH, qu'on fasse du contrôle des gestions, qu'on fasse du marketing. Les métiers sont transformés par le digital, et donc il y a un deuxième pilier qui est le management du web. Et le troisième, c'est la culture de la responsabilité. On a toute une filière d'enseignement, de philosophie, de culture générale, même d'anthropologie, d'éthique, parce qu'on pense que c'est ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui et c'est ce dont vont avoir besoin les jeunes pour évoluer dans leur carrière. Certes, grâce aux diplômes reconnus par l'État qu'on propose, grâce à la formation, ils vont trouver un emploi, mais l'enjeu c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après, qu'est-ce qu'ils vont faire dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Et on pense que pour ça, un socle important de formation philosophique, culturelle, solide, permet d'évoluer, permet d'être polyvalent. Donc voilà, le cœur du management pour nous c'est 3 axes, c'est le management du web, l'entrepreneuriat et la culture de la responsabilité. Ces enseignements transversaux dont vous parlez, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui fait partie du cursus de base, le socle comme vous dites, ou ce sont des options que les étudiants peuvent choisir à leur gré? Et bien justement, non, ça fait partie vraiment du socle. C'est pas pour nous des options ou des spécialités, des choses qu'on choisirait. Ces 3 points-là, on pense que pour tout futur manager, quelle que soit sa spécialité, quel que soit le métier qu'il va choisir, il va en avoir besoin. Donc c'est des enseignements qu'on va retrouver dans toutes les filières, quelles qu'elles soient. Je crois que vous avez déjà un petit peu répondu à la question avec ces 3 piliers, mais Lily demandait comment vous vous situez par rapport aux autres écoles de commerce, et on sait qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Alors comment on se situe? Je l'ai dit au début, on veut être à la fois excellent, ça normalement elles le disent toutes, ou en tout cas toute école essaye de tendre vers ça, mais on combine l'excellence avec l'accessibilité, c'est-à-dire que pour nous l'excellence, ça signifie pas mettre en place des barrières à l'entrée, mettre en place une sélection académique extrêmement rigoureuse. On pense que l'accessibilité, l'excellence, ça passe par quelque chose qui doit être ouvert à tous et qui doit permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Donc concrètement, l'accessibilité, c'est quoi? L'accessibilité, ça veut dire que grâce à l'alternance, toutes nos formations sont accessibles de manière gratuite et rémunérée. On le sait, mais c'est bien de le répéter, une formation alternée, c'est une formation prise en charge par l'entreprise. Donc ça, il n'y a pas de barrière financière. Il n'y a pas de barrière non plus géographique, puisque volontairement en Île-de-France, on couvre des zones assez différentes, donc Saint-Quentin en Yvelines, Marne-la-Vallée, Évry, La Défense. Donc ça permet d'offrir des solutions de proximité à la fois aux élèves et aux entreprises. Oui. Et puis on est une école accessible parce que l'alternance signifie pas seulement trouver un contrat et puis on va vous former. On aide vraiment chacun de nos candidats, chaque étudiant à trouver un contrat en alternance avec des conseillers formation, dont c'est le métier, et qui sont là pour accompagner le jeune dans cette démarche de recherche de contrat. Voilà, donc c'est tout ça l'accessibilité, et je crois qu'à côté de l'excellence, de nos formations reconnues par l'État, de l'ambition pédagogique que j'ai un peu décrit sur le cœur du management et sur ces 3 piliers, je crois que l'accessibilité, c'est probablement ce qui nous différencie aujourd'hui. Alors, vous l'avez évoqué, la culture de la responsabilité. J'ai des gens qui se demandent, du coup, Dalila se demande, c'est quoi la culture de la responsabilité? Ça, c'est une bonne question. La culture de la responsabilité, ça signifie que on n'attend pas seulement aujourd'hui d'un manager qui soit performant sur le plan technique, qui soit bon dans son domaine de spécialité, mais on attend aussi que ce soit quelqu'un qui ait un socle de valeurs, des convictions, une vision, qui soit capable de prendre des décisions, d'arbitrer dans une situation donnée. Et ça nécessite tout un tas de références culturelles, de formation, ça s'apprend aussi en quelque sorte, et c'est pour ça qu'on a intégré ça dans notre cursus de formation. Alors ça va passer par des cours de philo pour manager, des cours d'éthique, des cours d'anthropologie. On a défini toute une filière qui part du post-bac et qui va jusqu'au bac+5, donc qui monte en compétences et en niveau, on va dire, intellectuel. Et je pense que ces éléments-là, ils sont précieux parce que si c'est bien enseigné, on essaye de le faire avec des professeurs qui savent transmettre ça de manière très vivante et très ouverte. Eh bien, ça va accompagner nos diplômés pendant toute leur carrière. Donc la culture de responsabilité, c'est ça. C'est être une personne libre et autonome, capable de prendre des décisions.
Alors, vous avez évoqué plusieurs sujets, on va essayer de revenir sur chaque parce qu'il y a d'un côté l'alternance, il y a l'admission aussi dans vos programmes. Si on reparle de l'alternance, par exemple, on a eu beaucoup de questions, là, Michel et d'autres qui se demandent en fait sur quel réseau vous vous appuyez. Est-ce que vous avez un réseau d'entreprises partenaires riche? Est-ce que du coup, vous proposez, si je puis dire, directement des places à vos étudiants en alternance, hein, je parle toujours de l'alternance. Voilà, comment vous situez là-dessus? Alors, pour répondre sur le réseau d'entreprises partenaires, aujourd'hui, Ascensia Business School, c'est plus de 700 entreprises d'accueil, tant pour l'alternance que pour les stages longs. Donc, il y a un réseau qui est extrêmement dense, un réseau qui est de bonne qualité puisque le fait d'avoir des implantations à différents endroits en Île-de-France, ça nous permet d'avoir toute une série de relations avec les entreprises de chaque territoire. Et puis, c'est un réseau qui est très varié puisqu'on va trouver à la fois des grands groupes, on a des étudiants en alternance chez EDF, chez Total, à la BNP, enfin dans des grandes sociétés comme ça. On a beaucoup d'étudiants qui sont en poste dans les sociétés Internet puisque notre orientation digitale, notre focus sur le management du web fait qu'on forme énormément de community managers, de professionnels du web marketing. Et puis on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont dans des petites et moyennes entreprises, souvent trouvés dans le réseau de proximité de chacune des écoles. Oui, donc un réseau de bonne qualité. Alors après, il y avait une deuxième partie dans votre question qui était est-ce que finalement ça permet... Fournissez. Voilà, on fournit. Soyons clairs, il y a des étudiants qui arrivent en disant l'école m'a quasiment promis une place en alternance. Et nous, on leur dit attention, il y a une entreprise en face qui doit vous recruter quand même. Donc vous, comment vous procédez? Alors ça, vous faites bien de mettre en garde les étudiants parce que il faut savoir qu'une entreprise, elle va toujours recruter un étudiant. Elle ne recrute pas une école, même si on a des bonnes relations avec, vous l'avez vu, tout un tas de sociétés. L'entreprise, elle ne recrute pas Ascensia Business School. Elle recrute un étudiant ou une étudiante en fonction de son profil, de ses potentiels, de sa motivation, des compétences qu'il a déjà pu acquérir. Donc nous, on promet pas un emploi, ça ne se passe pas comme ça. On propose un accompagnement. Et cet accompagnement, il se base sur des engagements concrets. Le premier, c'est qu'on met à disposition de chaque candidat un conseiller formation qui lui est dédié et qui va l'accompagner dans sa recherche. Le deuxième, c'est qu'on organise chaque mois des séminaires de techniques de recherche d'emploi en alternance auxquels tous les étudiants qui sont en quelque sorte préinscrits chez nous peuvent participer s'ils le souhaitent, mais ils sont évidemment encouragés à le faire, qui permet de revoir toutes les méthodes de recherche, de refaire son CV, de se préparer à un entretien, d'avoir des entraînements, des choses comme ça. Et puis, troisième chose, on garantit quand même de positionner l'étudiant sur les offres que nous envoient nos entreprises partenaires. Mais vous voyez bien que dans tout ça, tout est centré sur l'accompagnement du candidat pour le succès de sa recherche d'emploi en alternance et qu'il n'y a pas d'automatisme ou de garantie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants en fait qui ont juste la crainte de rester sur le carreau et même en étant inscrit dans une école, de ne pas trouver d'entreprise. Est-ce que ça arrive parfois à Ascensia? Oui, ça arrive. Je vais leur donner un chiffre qui devrait à la fois les encourager mais leur montrer que c'est quelque chose qui n'est pas évident. On a aujourd'hui 70% de nos candidats qui trouvent un emploi en alternance, un petit peu plus de 70% sur la dernière campagne de recrutement. Donc ça veut bien dire que c'est tout à fait possible. Plus des 2/3 des candidats et tous ceux qui ont mené la recherche sérieusement ont trouvé. Mais ça veut dire aussi que ce n'est pas garanti, c'est-à-dire que tout le monde ne trouve pas. Alors, pour ceux qui ne trouvent pas, on a une bonne alternative qui est celle que j'expliquais tout à l'heure. On commence par une formation initiale et là, on a l'étudiant 1 an pour le coacher, l'entraîner, le préparer, donc lui donner toutes les chances de succès pour l'année prochaine. Et parfois, il faut accepter de décaler d'1 an son projet d'alternance. Donc oui, c'est possible. Oui, on aide. Il n'y a rien d'insurmontable. Les entreprises sont en recherche d'alternants, mais à la fois, il faut s'en donner les moyens. Si on revient sur les admissions maintenant, on a pas mal de questions autour en fait des prérequis. Comment on postule chez vous? Est-ce que c'est un concours? Si oui, qu'est-ce qu'on y trouve? Ou est-ce qu'il s'agit juste d'un dossier d'admission? Alors c'est un processus simple. On a des ateliers d'information qui sont ouverts à tous. Toujours cette logique d'accessibilité que je mettais en avant. Les étudiants qui sont intéressés par Ascensia Business School, ils peuvent venir chaque semaine à des ateliers d'information qu'on organise chaque mercredi après-midi sur chacun des sites. Et je vous coupe
pardon, mais Allez-y. quand vous dites tous les profils, là justement, on a Lily qui elle, est en terminale L et demande si donc vous prenez aussi des terminales L et pas seulement des gens qui ont fait éco. Ah ben, ils sont bienvenus, oui, oui, ils sont bienvenus, notamment parce qu'on a toute la filière marketing, par exemple les web marketing, c'est des métiers où les compétences écrites, de rédaction sont très importantes. Donc tous les profils sont bienvenus, puis une fois qu'on a fait cet atelier d'information, il y a une deuxième étape qui est une étape de test. Donc ça, c'est des tests relativement de culture générale, de logique, qui n'ont rien d'insurmontable mais qui permettent d'évaluer un petit peu le profil du candidat. Il y a ensuite un entretien qui se fait avec les conseillers formation, c'est-à-dire avec ceux qui auront pour mission ensuite de placer ces jeunes en alternance. Et à l'issue de ce processus, on se prononce très rapidement, c'est-à-dire sous moins d'une semaine, sur l'admission du candidat. On demande est-ce qu'il y a des épreuves de langue lors des... Vous parlez d'entretien oral, mais c'est un entretien de motivation. Pas d'oraux de langue au programme. Pas d'oraux de langue parce que sinon, pour nous, la maîtrise en particulier de la langue anglaise, c'est une condition indispensable de sortie de l'école. C'est-à-dire qu'on veut que tous les diplômés d'Ascensia parlent anglais, mais on n'en fait pas une condition d'entrée. Toujours la même logique. Sinon, ça fait une barrière à l'entrée. Ça fait une barrière entre celui qui a pu passer un an au lycée dans un collège anglais et celui qui n'a pas pu le faire. Donc, il n'y a pas de test d'anglais à l'entrée. Évidemment, s'il y a déjà une maîtrise de langue, ça facilite la recherche d'emploi en alternance, mais ce n'est pas une condition obligatoire. En revanche, on va non seulement donner des cours d'anglais, mais au-delà de ça, très fortement encourager, voire imposer à un étudiant qui n'aurait pas un niveau d'anglais suffisant, c'est-à-dire une pratique professionnelle courante, de faire au moins un semestre, voire un an en Angleterre dans son cursus. Cette année peut être fait en stage ou dans une de nos universités partenaires, mais c'est vraiment important pour booster. Il faut qu'un diplômé d'Ascensia parle anglais. On ne lui impose pas pour entrer, mais on lui impose pour sortir. Alors d'ailleurs, est-ce qu'un test de langue quelconque est nécessaire justement pour être diplômé? Ils doivent, je sais pas, passer un test d'anglais type TOEFL pour TOEIC, on a basculé pour tout vous dire parce que nos partenaires demandent de plus en plus l'IELTS, en particulier nos partenaires anglo-saxons. Donc on a changé le test de langue de référence récemment, mais oui, on demande des tests de manière à ce que l'étudiant ait un niveau qui soit facilement identifiable sur son CV. Mais on attache moins d'importance à ça qu'au fait qu'il y ait bien, pour tous les étudiants qui ne sont pas vraiment bilingues, une expérience internationale qui se fasse soit sur un campus anglo-saxon, soit sur un campus étranger où l'anglais est la langue d'enseignement, de manière à ce que l'étudiant puisse justifier de 6 mois de pratique de l'anglais et qu'il ait cette compétence non seulement de manière écrite, mais qu'il puisse la démontrer à tout moment dans sa recherche d'emploi et dans le reste de sa carrière. Alors justement, parlons-en de l'international. Là, on parlait d'étudiants peut-être qui ont des difficultés et qu'on pourrait envoyer faire un séjour. Est-ce que l'international, pareil, intervient de façon obligatoire à un moment dans le cursus ou pas forcément? Ou en tout cas, quelles sont les possibilités d'internationaliser son cursus Alors les possibilités, elles sont fortes. On a un réseau d'universités partenaires qui est situé en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, en Australie. On privilégie plutôt d'ailleurs le Royaume-Uni, parce que c'est là où on a réussi à négocier les dispositifs les plus intéressants pour les étudiants, mais enfin d'autres destinations sont possibles. C'est une possibilité qu'on peut faire à tout moment en année de césure, puisqu'on a tout le temps la possibilité d'interrompre son cursus pour ce type d'expérience si on le souhaite, ou en 4e année, c'est-à-dire le niveau M1, de manière équivalente, c'est-à-dire avec un système de double diplôme ou d'équivalence qui va permettre de valider l'année qu'on a passée à l'étranger et de revenir ensuite terminer son cursus en France. Pourquoi c'est pas obligatoire? C'est fortement conseillé mais pas obligatoire. Toujours pareil, il y a l'alternance. Et dans l'alternance, il y a des étudiants qui choisissent ça et c'est très légitime parce que c'est une formule où vous avez une formation gratuite et rémunérée. Le problème, c'est qu'une année à l'étranger, ça n'est jamais gratuit. Il y a le coût de la scolarité, il y a le coût de la vie à l'étranger, le coût du transport, surtout si on part un peu loin. Donc, on n'a pas encore malheureusement de solution pour l'imposer, c'est-à-dire, ça voudrait dire pour pouvoir le financer. Mais déjà, on propose une alternative université étrangère ou stage, de manière à ce que la mobilité internationale puisse se faire de la manière la moins coûteuse possible pour ceux qui ne pourraient pas supporter les frais de scolarité d'une année dans une université étrangère. C'est compréhensible en effet. Toujours ce problème alternance internationale. Donc,
Le prix, très important, une question, je pense que c'est une maman, Sylvie Maman, donc oui. Combien coûte une année de formation? Eh bien, justement, elle a dû rater le début du live. Si en tout cas on l'a fait en alternance, évidemment la formation n'est pas payante. Sinon, le coût est différent pour le bachelor et les programmes master, j'imagine? Tout à fait. Donc, rappelons-le, si la formation est prise en charge la majorité des cas, c'est une formation gratuite, mais pour tous les étudiants qui sont sous statut étudiant, il y a des frais de scolarité qui sont de 4 900 euros environ, 4 900 et quelques, je crois, pour les bachelors 1 et 2, qui sont de 5 900 euros environ pour le bachelor 3 et de 6 100 euros environ pour les master 1 et master 2. Il y a beaucoup de questions, peut-être les gens viennent d'arriver, mais autour du concours d'admission. Donc non, il n'y a pas de concours d'admission, il n'y a pas de concours en soi. C'est test, entretien, et après on est parti sur le processus de recherche d'entreprise ou de préparation à l'entrée à l'école. On parlait de l'entrepreneuriat. On avait Marc qui demandait si vous aviez un incubateur au sein de l'école. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur toute cette partie entrepreneuriat que vous avez déjà évoquée et qui semble important dans vos 3 piliers? Oui, puisque comme je le disais, l'entrepreneuriat pour nous c'est du tronc commun. C'est-à-dire que ce n'est pas une spécialité, on ne se forme pas à l'entrepreneuriat. En tout cas, on ne se forme pas comme un métier spécifique, mais chaque formation nécessite des qualités d'entrepreneur. Donc c'est la première chose. Ce qui fait que pour les étudiants qui vont vouloir effectivement créer leur entreprise, il y a tout un dispositif d'accompagnement et de suivi qui est prévu. Mais pour ceux qui vont choisir un emploi salarié, rester dans leur entreprise d'accueil par exemple, ils auront aussi développé cette capacité, ces qualités, la gestion d'un budget, la vision globale, la vision de l'avenir, le pilotage, l'autonomie, la réactivité, toutes les qualités qu'on peut attendre d'un entrepreneur. Pour répondre à la question de l'incubateur, non, il n'y a pas d'incubateur au sein de l'école. On est en partenariat avec différents incubateurs, notamment à La Défense, pour accompagner pour donner un cadre en fait aux projets qui nous semblent les plus intéressants. Mais la création d'entreprise chez nous, elle passe aussi par un concours de création d'entreprise qui est organisé chaque année avec différentes catégories selon le niveau d'études. Et où en fait, les étudiants ont un temps extrêmement court, une semaine, pour imaginer un projet de création d'entreprise. C'est obligatoire ou ça c'est obligatoire, tout le monde passe par là. Ils n'ont pas le choix, ils passent par le concours, il y a une semaine bloquée, un jury de professionnels qui viennent, des sélections, des demi-finales en quelque sorte, et puis les meilleurs projets sont sélectionnés, donc après ils ont un peu plus de temps pour affiner leur projet, soigner leur business plan, et ensuite ils passent un jury final devant des professionnels de l'investissement, des représentants de banques, de fonds d'investissement, des gens qui ont l'habitude d'évaluer des projets comme si c'était en réel. Et puis à l'issue de ça, il y a des vainqueurs qui sont donnés pour chaque catégorie. Et là, on est en train, comme c'est un dispositif qu'on a complètement refondu l'année dernière, on est en train d'accompagner les premières créations réelles d'entreprises à l'issue de ce concours. Il y a aussi un concours de création de site web et un concours de la meilleure mission en entreprise. J'insiste là-dessus parce qu'on a une véritable pédagogie du concours, l'idée que le fait de se mettre en groupe, de se mettre en compétition, en concurrence avec d'autres groupes, de confronter, de construire des projets et de les confronter, ça nous paraît important. Donc ça, c'est des choses, comme vous disiez, tout le monde y passe, ça fait partie du tronc commun. Et que gagnent les étudiants, donc les vainqueurs? Une bonne note ou leur diplôme? Pour l'instant, ils gagnent des chèques cadeaux. Et, c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Non, parce que j'attends la question, je suis sûre qu'elle va arriver. Donc... Mais ils gagnent surtout non seulement le droit, mais le fait d'être accompagnés dans la concrétisation de leur projet s'ils le souhaitent. Là, par exemple, les meilleurs sites web, ceux qui ont gagné le concours, ou les meilleures applications, on va les aider à pérenniser en fait cette initiative, à faire que le site puisse vivre dans la durée, puisse être référencé. Donc on va les accompagner sur tout ça. Donc je crois qu'ils gagnent surtout une chance de succès et de développement pour leur projet. Eh ben, je vous posais la question moi tout à l'heure, mais Mimi demande si vous, donc l'intervenant de ce live, vous, êtes aussi enseignant dans l'école. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive pas très souvent, pour être franc, mais ça m'arrive. Ça m'arrive pour des cours de méthodologie parce qu'il y a toute une partie de test professionnel, c'est classique en dernière année, c'est important parce que c'est là-dessus en partie que les étudiants sont évalués, donc c'est quelque chose que je suis. Et puis ça m'arrive sur certains cours de spécialité. Donc oui, si Mimi rejoint Ascensia Business School, elle risque ou elle aura la chance, je ne sais pas, de m'avoir comme intervenant. Votre établissement s'appuie aussi sur un comité scientifique et pédagogique. Yvan justement demandait si les gens qui en faisaient partie, il a dû aller voir sur le site, eh bien donner des cours. D'ailleurs, qui donne des cours chez vous? Qui sont les intervenants?
intervenants? Alors, les intervenants, le principe, c'est que pour la grande majorité d'entre eux, ce sont des professionnels qui vont enseigner les métiers de l'entreprise tels qu'ils les pratiquent réellement. Ça, on est très sensible à ça. On a au moins 70% pour chaque formation, c'est un critère qu'on se fixe, d'intervenants qui sont des professionnels, donc qui ont une pratique professionnelle à côté de leur enseignement. Et puis, on a évidemment des intervenants plus, j'allais dire plus académiques, plus classiques, on va dire, pour certaines matières. Mais la grande majorité des intervenants, ce sont des professionnels, des consultants, des praticiens, des gens qui vont être capables de décrire une pratique professionnelle qui vivent réellement. Et parmi ces professionnels, pour rassurer votre interlocuteur, il y a effectivement des membres de nos conseils de perfectionnement qui ne sont pas forcément très disponibles, donc qui ont rarement des volumes horaires lourds, mais qui viennent au moins pour une conférence ou pour animer quelques cours. Oui. On a Fabio qui a l'impression que vous parlez beaucoup de digital et non de finance ou de gestion. Est-ce que vous êtes spécialisé dans le digital? Alors, il a peut-être raté cette partie où vous expliquez l'importance pour vous. On enseigne pourtant la finance, la gestion, le management des ressources humaines, toutes les matières qu'on s'attend à trouver dans une école de management, on les retrouve chez nous. Pourquoi je parle beaucoup de digital? Parce que notre conviction, c'est que, et d'ailleurs elle est confirmée par l'emploi, c'est-à-dire elle est confirmée par les jobs qu'ont nos étudiants en alternance. Notre conviction, c'est que le digital transforme tous ces métiers, que quel que soit votre métier, quelle que soit votre spécialité, le numérique va le transformer en fond en comble, revisiter ses codes, remettre ses fondamentaux. Et ça, c'est vrai qu'on parle de finance, c'est vrai quand on parle de contrôle de gestion, c'est vrai quand on parle de ressources humaines. Pensez à la place qu'occupent aujourd'hui les réseaux sociaux, les plateformes professionnelles, les job boards dans les processus de recrutement. Donc voilà, donc je parle beaucoup de digital parce que c'est très présent dans l'école, c'est très présent dans notre projet pédagogique, c'est très présent aussi dans les postes qu'occupent nos alternants. Et c'est une dominante qui fait que nos formations en management des ressources humaines, nos formations en finance, nos formations en contrôle de gestion, nos formations en stratégie d'entreprise, elles sont irriguées par le digital et le numérique. On a aussi plusieurs questions du coup sur le réseau des anciens. Est-ce que c'est quelque chose que vous entretenez et dont vous vous servez évidemment pour placer peut-être vos étudiants actuels chez des anciens qui auraient monté leur société ou pas, ou qui travailleraient dans d'autres entreprises? Alors, Ascensia Business School, c'est une école qui a la particularité d'avoir un projet jeune, dans la mesure où il a été renouvelé, et une histoire relativement longue, puisque l'école a été créée en 1994, donc il y a un petit peu plus de 20 ans. Donc oui, il y a un réseau d'anciens élèves. Il y a à peu près 20 000 anciens qui sont présents sur tous les secteurs d'activité, qui sont présents sur pas mal de pays, qui sont pour certains aussi encore présents en Île-de-France, à proximité des écoles avec lesquelles on a des relations régulières. Donc oui, il y a un réseau d'anciens élèves qui est relativement actif et surtout qui est, j'allais dire, partenaire de la transformation que je décris, c'est-à-dire qui accompagne le fait que le projet pédagogique de l'école de management, il ne peut pas être le même aujourd'hui que celui qui y était il y a 20 ans, qui nous accompagne, soit parce qu'en intervenant, on a des formateurs qui sont des anciens élèves, on a des collaborateurs, des directeurs d'école qui sont des anciens élèves. Donc ce réseau est présent très concrètement de vous tenir à jour sur justement la vie économique Exactement, sur leur marché. Oui, tout à fait. Une autre question qui portait plus sur une question pratique. Est-ce que vous proposez des logements pour les étudiants qui viennent de loin? Parce que là, la fille de Sylvie donc, viendrait, elle, de La Réunion. Est-ce que vous avez un service d'aide au final pour les étudiants qui pourraient venir plus loin que de l'Île-de-France, ou vous recrutez majoritairement du coup en Île-de-France? On a un service d'hébergement qui est en contact avec beaucoup de plateformes, cités étudiantes, résidences, sites de recherche de colocation, de choses comme ça, pour nous aider à orienter les étudiants. Malheureusement, on n'a pas encore un campus qui nous permettrait d'héberger les étudiants sur place, ce qui serait l'idéal. C'est assez rare encore. Mais oui, c'est malheureusement assez rare. Mais oui, on a un service hébergement qui peut aider les étudiants dans leur recherche de. Tout du moins les orienter et les épauler. Voilà, les orienter, leur donner les bonnes adresses. On n'a pas de garantie de bonne fin, mais à ma connaissance, on n'a aucun étudiant à Ascensia qui dort sous les ponts de Paris. Donc normalement, tout le monde j'imagine que tout le monde trouve quelque chose. Sylvie, maman, va être rassurée. On peut peut-être terminer sur cette question. Jean, quelque chose, mais il y a un problème. Mais quel conseil donneriez-vous aux futurs bacheliers à la recherche d'un avenir financièrement bien fourni? En gros, il vaudrait la recette miracle aujourd'hui. Un jeune bachelier, outre un avenir financièrement bien fourni, quel conseil vous pourriez donner aux bacheliers d'aujourd'hui?
Bah, je crois que s'il veut un avenir financièrement bien fourni, le conseil peut se généraliser pour tous les bacheliers, il faut choisir quelque chose qu'il aime et qu'il a envie dans lequel il a envie de s'investir. L'orientation, je pense, se prête pas beaucoup au calcul à court terme, c'est-à-dire le fait de dire si je fais ça dans 2 ans, Ça bouge. ça va me permettre d'embaucher parce que on voit que tout ça bouge à toute vitesse. On voit aussi que les personnes qui aiment ce qu'elles font, qui aiment leur métier, qui sont très compétentes et très qualifiées dans leur métier, ça prend rapidement beaucoup de valeur. Donc, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de ne pas arbitrer en fonction de ce qui croit être l'endroit où on gagne le plus, ou l'endroit où c'est le plus facile, où il y a moins de risques, ou des choses comme ça, mais plutôt de faire ce qu'il a envie de faire ce qu'il a envie de faire, de s'investir dans ce qu'il fait, de le faire bien. Et puis, si je peux plaider un peu pour ce que propose Ascensia, je lui conseillerais de s'orienter vers l'alternance parce que déjà s'il s'intéresse au fait d'avoir des études où il aura une rémunération, c'est aujourd'hui la seule formule qui le permet, donc ça c'est une première chose. Et le fait d'avoir une expérience professionnelle, ça va lui donner un sens des réalités, des secteurs qui recrutent, des métiers qui fonctionnent. Et donc je pense que ça va lui permettre de construire son orientation d'une manière qui sera très, très positive et très construite. Donc je pense que pour un bachelier, le choix de l'alternance, c'est une vraie bonne décision. Et c'est pas trop dur l'alternance, parce que souvent c'est une question qui revient, c'est pas trop dur l'alternance directement après le bac quand on a finalement souvent peu d'expérience professionnelle? C'est plus dur de trouver. C'est plus dur de trouver juste après le bac. C'est-à-dire que plus vous avancez dans votre cursus, plus vous avez des chances de trouver un emploi en alternance. C'est pour ça que nous, on accompagne les jeunes bacheliers en leur disant attention, c'est pas garanti pour cette année, mais c'est pas impossible non plus. On essaye. Si ça marche pas, on ne dit pas de panique. On reste un an en formation. On va vous suivre. Vous allez avoir des stages. Vous allez construire votre expérience. Vous allez acquérir de nouvelles compétences. Vous allez gagner en maturité. Et vous avez toutes les chances dans ces cas-là de trouver l'année prochaine. Ça suppose que les étudiants aient quand même fait le choix de dire je veux faire une partie de mon cursus en alternance. Et ça, je crois que c'est un choix qu'on peut envisager dès le bac et auquel il faut penser. Même si ce n'est pas juste pour l'année d'après, il faut se dire, immédiatement. Voilà, même si ça ne se fait pas immédiatement, il faut se dire c'est une possibilité intelligente pour acquérir de l'expérience, pour avoir une formation de bonne qualité qui soit prise en charge. Pour découvrir le monde du travail tel qu'il fonctionne réellement, pour me donner des perspectives d'avenir et des opportunités. Donc c'est un choix auquel peuvent penser les bacheliers dès maintenant. Je pense que c'est un bon conseil. On a encore des questions. Je voulais arrêter le live, moi. Alors, avons-nous une chance avons-nous une chance d'intégrer l'école au final après avoir fait une année en école d'ingénieur? Quelqu'un aimerait se réorienter. Vous en parliez tout à l'heure. Oui, logique de réorientation. On est une école accessible. S'il a validé son année, donc ça, il y a tout un tas de moyens de le vérifier. Il peut rentrer dans l'année supérieure, c'est-à-dire qu'on peut valider son année comme étant de niveau équivalent. Sous réserve de l'examen évidemment de son dossier, ou s'il veut repartir à zéro parce que l'année s'est mal passée, que ce n'était pas du tout ce qu'il lui fallait, c'est possible aussi, mais il est possible d'intégrer l'école, j'allais dire après presque n'importe quel cursus. On pense aussi que nos formations sont riches de la diversité d'expériences des étudiants qui les composent. Donc on cherche le moins possible des profils stéréotypés, le fait qu'il y ait des étudiants qui viennent plutôt de cursus scientifiques, plutôt de cursus littéraires, des étudiants qui viennent de baccalauréat généraux ou alors de baccalauréat professionnel, des étudiants qui viennent de l'université, qui viennent d'autres écoles de commerce. On n'a pas d'a priori parce qu'il faut qu'un groupe d'étudiants, ça ressemble à la réalité d'une société en fait, c'est-à-dire où il y a des gens, on est amené à travailler avec des gens qui viennent d'horizons différents. Donc plus on peut garantir et encourager cette diversité, plus on est content. À cela s'ajoute qu'on accueille un certain nombre d'étudiants internationaux chaque année, donc ce qui rajoute aussi une couche d'échange possible. Mathieu demande jusqu'à quand on peut s'inscrire? Alors, ça dépend peut-être des cursus. Ça dépend des cursus, mais il est fortement recommandé de boucler son processus d'inscription avant le 31 juillet en fait. C'est-à-dire là on est en pleine campagne d'activité puisque notre mode de recrutement qui est assez original en fait, le fait de voir des candidats, de leur faire passer les tests et les entretiens dans la foulée pour avoir une sorte de mode de recrutement permanent et ensuite de présenter ces candidats aux entreprises, ça suppose qu'on puisse accueillir des candidats à tout moment. Mais la période privilégiée à la fois pour le placement et pour le recrutement, c'est entre maintenant et la fin du mois de juillet. Votre campus, comment est votre campus en fait?
À quoi il ressemble, j'ai envie de dire? Quels sont le campus est-il digitalisé? Merci Marco à m'aider à rajouter. Est-il digitalisé? Je pense qu'au niveau matériel, il pense au niveau matériel. Est-ce que les étudiants sont bien lotis et qu'est-ce qu'on y trouve sur vos différents campus? Alors, nos campus, ils sont. Ce qui est important pour nous déjà, c'est leur situation. C'est-à-dire que le campus de la Défense, donc il est sur l'esplanade en fait, hein, à l'esplanade de la Défense. Les campus de Saint-Quentin en Yvelines, de Marne-la-Vallée et Évry sont situés dans des zones qui sont des bassins d'emploi du Grand Paris. Donc la première caractéristique de nos campus, c'est d'être situé au cœur au cœur de bassins d'emploi et au cœur des recruteurs. Ensuite, ce sont des campus qui sont vraiment organisés comme des centres de formation, qui ressemblent beaucoup à des centres de formation professionnelle, puisqu'on y apprend des métiers, on se forme avec des professionnels à une insertion. Et autre dernier point, ce sont des campus où il y a une véritable proximité entre les étudiants et l'équipe qui anime le site. C'est-à-dire que chaque Ascensia en soi est une grande école à l'échelle de l'Île-de-France puisqu'on a 750 étudiants. Mais vous voyez, chaque campus accueille environ entre 150 et 250 étudiants maximum. Donc ça permet une vraie proximité avec les conseillers formation, avec les responsables de site, les professeurs, l'équipe pédagogique. Je crois que c'est une autre caractéristique. C'est des campus qui vivent et où il y a beaucoup de possibilités d'échanger avec les équipes. Olivier Delagarde, je vous remercie. Merci à vous. Je donne rendez-vous aux internautes pour un prochain live sur Studyrama TV, bien sûr.